Comme vous le constatez, nous sommes pratiquement au pied du monument de la réunification. La réunification, eh oui, c'est cela qu'il est question. Un sujet qui divise les Camerounais jusqu'à ce jour. Pour certains, la réunification a été un marché de dupes. Pour d'autres, en revanche, elle a été le fruit d'un consensus. Mais pour éviter toute polémique, nous avons préféré donner la parole à un historien, le professeur Daniel Aboua, avec qui nous allons effectuer un voyage dans le temps. Ensemble, nous allons essayer de revisiter le long et dur chemin qui a conduit le Cameroun jusqu'à l'État unitaire le 20 mai 1972. Le 20 mai, c'est l'aboutissement d'un processus qui a commencé il y a très longtemps. Parce qu'on peut remonter déjà à la fameuse signature du traité germano-douala qui permet aux Allemands de faire du Cameroun un protectorat. Et vous savez que c'est les Allemands qui vont nous donner les premières frontières de notre pays et qui vont établir ce qu'on pourrait appeler la première unité du Cameroun. Unité politique, s'entend. Mais ces Allemands ne vont pas, qui ont signé en 1884, vont être obligés de quitter le Cameroun en 1916 avec la Première Guerre mondiale qui va les opposer aux Anglais, aux Français qui se trouvaient tout autour du Cameroun. Ce qui fait donc, après avoir chassé les Allemands, les Français et les Anglais se partagent le Cameroun. Ils se partagent le Cameroun, et le Cameroun qui était un devient deux. Le Cameroun britannique et le Cameroun français. Et ces deux Camerouns vont cheminer de manière parallèle, sans que les Camerounais acceptent l'idée de cette division. Parce que, immédiatement après le partage, les Camerounais vont commencer à revendiquer leur unité. Nous sommes en quelle année? Dès les années 16, parce que le partage a eu lieu en mars 1916. Dans les Camerounais, à travers un certain nombre de pétitions qui ont été envoyées à la Société des Nations, notamment les Douala, vont réclamer la réunification des enfants des deux rives du Mungo. Mais le mouvement va prendre une plus grande ampleur avec la conférence africaine française de Brazzaville, qui met les jalons d'une évolution politique que nous, historiens, on appelle la décolonisation. Et c'est pendant cette décolonisation que l'UPC, qui est le premier parti politique créé au Cameroun, le 10 avril 1948, lance comme slogan politique indépendance et réunification. Et cette idée lancée par l'UPC connaît une adhérence des Camerounais, tant du côté francophone que du côté anglophone. Et l'idée prend son chemin jusqu'au moment de l'indépendance. Au moment de l'indépendance du Cameroun français, l'UPC certes était déjà interdite, le président Ahidjo va récupérer l'idée de la réunification, en fait pour saper les bases de l'UPC. Parce que l'UPC, bien qu'interdite, était toujours présente et importante dans nos pays. Et pour Ahidjo, pour montrer que pour se faire accepter totalement, il fallait résoudre le programme politique que l'UPC avait mis en place, c'est-à-dire l'indépendance d'une part et la réunification. D'où son intention, pas son intention, son engagement à rencontrer les Camerounais, l'Outre-Mungo, pour voir ensemble comment faire. Et à l'Outre-Mungo, les Camerounais également étaient dans une sorte de questionnement quant au devenir de leur pays, de leur territoire. Parce que certains voulaient une indépendance et une autonomie sans attache ni avec le Nigeria ni avec le Cameroun. Certains une indépendance avec attache avec le Nigeria.
d'autres une indépendance avec attache avec le Cameroun français. Et les Nations Unies ont été suffisamment embarrassées qu'à la fin, elles ont organisé un référendum. Le référendum du 11 et 12 février 61, qui devait amener les Camerounais britanniques, comme j'aime à les appeler, ou les Camerounais occidentaux, comme l'appelle Jean Benjamin, à choisir entre l'intégration au Nigeria et l'intégration au Cameroun français. Et on connaît les résultats. Une partie du Cameroun britannique, le Northern Cameroun, va choisir de s'intégrer au Cameroun, au Nigeria, et une autre partie, le Southern Cameroun, va choisir de s'intégrer au Cameroun français. Donc, l'idée de la réunification qui a commencé prend là une certaine allure avec la volonté des Camerounais du Southern Cameroun à retrouver leurs frères du Cameroun français. Mais maintenant, il était question de savoir ce que l'on va faire de cette volonté des Camerounais britanniques à rencontrer leurs frères du Cameroun français. D'où la conférence de Fumban. Vous parcourez la terre pour y chanter ce refrain. Vous traverserez des mers en une ronde sans fin. La conférence de Fumban devait mettre en place les conditionnalités ou les modalités de la fédération à créer. Et c'est à la conférence de Fumban que les Camerounais vont dire, bon, nous sommes pour la fédération. Et cette fédération, avec un État fédéral, 2 États fédérés, une assemblée fédérale, 2 assemblées fédérées, un président, 2 vice-présidents, 2 premiers ministres, et ceci va être concrétisé avec l'indépendance du Cameroun britannique le 1er octobre 1961. Dans ce 1er octobre 1961, pendant qu'on célèbre l'indépendance, on célèbre également la réunification et le Cameroun devient fédéral. Donc, c'était une étape importante qui va instaurer dans notre pays le bilinguisme qui fait notre particularité, parce que les 2 langues vont être considérées comme les langues officielles. D'Asie jusqu'aux Amériques, en chemin, vous danserez. À la conférence de Fumban, même si on arrive à la fédération, ce n'était pas ce que les protagonistes recherchaient. Foncha, en allant à Fumban, pensait qu'il pouvait obtenir la confédération. La confédération, ça signifie un pouvoir central faible et des pouvoirs fédérés forts, puisque lui, il avait dit à ses populations, nous allons avec nos frères camerounais du Cameroun français, mais notre vraie capitale, ce sera Buea. Tout partira de Buea. Et Ahidjo y allait, je vous ai dit, dans l'intention déjà de saper les dernières phases de l'UPC, mais surtout demander la création d'un Cameroun un et indivisible. Mais compte tenu des différentes demandes, Ahidjo est obligé d'accepter la fédération. Et à la conférence de Fumban, il le dit clairement, j'accepte la fédération parce que je ne peux pas faire autrement. Et le je ne peux pas faire autrement va prendre donc toute son essence, toute sa place après la proclamation de la fédération. Parce qu'Ahidjo va engager une politique qui lui permettrait de réussir ce Cameroun uni qu'il recherche. Il va d'abord, dès 61, après la fédération, lancer l'idée d'un parti unifié. Et cette idée d'un parti unifié va être combattue par d'autres Camerounais, mais francophones, parce qu'aucun anglophone n'a été puni pour ce Cameroun, pour ce parti unifié. Au contraire, le KNDP s'y est engagé dès le départ pour contraindre en fait les autres à accepter ce programme politique d'Ahidjo. Mais ceux qui ont contesté vont connaître la prison. André Marimbida
va être emprisonné en 62. Les fameuses lois de 62, Bébé Idi, Charles Renegui Okala et Mahimatip, ils vont être emprisonnés pour avoir refusé l'idée d'un parti unifié qui va connaître sa consécration le 1er septembre 1966, où tous les partis politiques vont se phagocyter pour intégrer l'UC, l'Union camerounaise d'Ahidjo, et créer ainsi un parti qu'on appelait à l'époque unifié, l'Union nationale camerounaise. C'était la première balise vers l'unification qui va se produire naturellement 6 ans plus tard, en 1972, parce que Ahidjo va jouer politiquement avec les autres protagonistes, manœuvrer, oui, c'est une manœuvre politique, effectivement, pour les amener à accepter la République unie. Mais il faut dire que Ahidjo a eu cette intelligence politique de ne pas décréter l'unification, mais de demander aux Camerounais des deux rives de Bungo de se prononcer. Et les résultats du vote n'ont pas été des résultats globalisants. On a pris dans chaque zone, chez les anglophones, on peut les appeler ainsi, s'il y a majorité, chez les francophones, s'il y a majorité, et il y a eu majorité partout. C'était transparent, le référendum? Bon, disons, avec mes yeux de jeune à l'époque, je n'avais pas eu l'impression qu'il y avait eu quelques contestations, d'autant plus que, comme je vous le disais, on est dans un parti unique. Donc tout le monde, hein, c'est comme une vague. Hein. Oui, mais je crois que la manœuvre politique, c'était d'abord de brider politiquement les Camerounais, les amener à adhérer à une même vision politique. Hein, le parti unique, si vous n'étiez pas là-dedans, vous ne pouviez pas faire autrement. Autre chose. Et donc, les résultats, à mon sens, ont été conformes à ce qui avait été préparé. Les Camerounais appartenant à ce parti qui va lancer le référendum ont voté donc massivement pour le référendum, qui va donc créer cette République unie, qui, à mon sens, est un moment très important dans l'évolution historique du Cameroun. Le 1er janvier 1960, certes, c'est l'indépendance du Cameroun français. Mais vous savez que cette indépendance a été contestée. La proclamation de cette indépendance a donné lieu à une nouvelle guerre d'indépendance, parce que les Camerounais, surtout ceux de l'UPC, estimaient que l'indépendance était factice. Le 1er octobre 1961, c'est vrai, c'était l'indépendance, mais une indépendance qui n'était pas le vœu de l'ensemble des populations britanniques, des Camerounais britanniques. Puisque, comme je vous ai dit, il y en a qui souhaitaient aller au Nigeria et qui ont voté pour aller au Nigeria, mais ils n'étaient pas les majoritaires. Mais donc, ils sont quand même là. Il y en a qui voulaient rester totalement autonomes. Bon, c'est une certaine majorité qui a voté pour le Cameroun français. Donc, à mon sens, tous les Camerounais, que ce soit l'indépendance du Cameroun français, l'indépendance du Cameroun britannique, n'ont pas vogué dans la même mouvance pour atteindre cet objectif. Alors que le 20 mai 1972, à mon sens, c'est un choix de Camerounais. Ils n'ont pas en face d'eux une puissance coloniale quelconque. Ils ont à résoudre un problème interne. Le Cameroun, un État jeune, dont l'indépendance n'a pas plusieurs dizaines d'années, et qui subit, du fait de son choix politique, des lourdeurs financières. 3 assemblées, une fédérale, 2 fédérées, Alcamor et Alcamoc, 3 gouvernements, un gouvernement fédéral et 2 gouvernements fédérés. Reconnaissons que c'était déjà suffisamment lourd financièrement pour un pays aussi jeune que le nôtre. Donc le 20 mai 1972, nous avons pris en main
l'évolution de notre histoire et nous nous sommes prononcés pour la République unie. D'où cette fête qui, à mon sens, est plus importante que le 1er janvier, que le 1er octobre, parce que c'est une date que les Camerounais ont choisi de se prononcer en faveur de leur réalité politique camerounaise, qui est la République unie du Cameroun. On est allé progressivement de l'État colonial à l'État fédéral, et de l'État fédéral à l'État uni. Et je crois que c'est un mérite qu'on doit reconnaître aux Camerounais. Ce n'est pas seulement les politiques qui ont réalisé cela, mais c'est les Camerounais dans leur ensemble, dans leur entièreté. Et c'est vrai que dans une entièreté, on ne peut pas tous parler le même langage, mais la majorité s'est prononcée pour cette République unie. Donnons-nous la main, ensemble, pensons à demain. Ensemble, nous irons très loin. Enfants, donnons-nous la main. Malgré les différences de langue ou d'identité, vous entraînerez dans la danse les hommes du monde entier. Enfants, donnez-vous la main. Ensemble, pensez à demain. Ensemble, vous irez très loin. Enfants, Dieu merci, au moins nous avons ce témoignage matériel de notre patrimoine historique qui est encore là, parce que malheureusement dans notre pays, les patrimoines historiques ne font pas toujours long feu. Et je voudrais espérer qu'un Camerounais ne viendrait pas un jour déterrer ou détruire ce monument parce que, comme certains écrivent, ils ne sont pas d'accord avec cette date, cette unification. Mais je pense que c'est un moment fort de l'histoire de notre pays. Bon, quels sont les acquis de l'État unitaire? Moi, je peux dire que les pouvoirs publics ont essayé de faire de l'unité un cheval de bataille, un idéal à atteindre. Parce que, voyez-vous, nous sommes quand même l'un des pays africains les plus diversifiés. Nous avons plus de 250 ethnies, plus de 250 langues. Et s'il n'y a pas une politique d'unité, nous allons entrer nécessairement dans l'anarchie. Et je pense que les politiques ont bien pensé. Je ne dirais pas seulement les politiques, dont les Camerounais, que ce soit les intellectuels, que ce soit les hommes politiques, parce que la Constitution a été pensée. La première Constitution, on l'a eue avec les autres, mais cette Constitution de 72, elle a été pensée pour maintenir une certaine unité dans le Cameroun. Et vous savez que pendant longtemps, l'unité est restée le slogan politique de notre pays. Et cette unité, on a essayé de la réaliser par ce qu'on appelait l'équilibre régional. Donc, dans le choix des hommes, dans les axes d'action à réaliser, il fallait que chacun y ait sa part. Et c'est ça aussi, je pense que ça a été bien pensé, l'équilibre régional, même si ça connaît cet art, parce que dans cet équilibre régional, la méritocratie n'a pas toujours été la valeur la plus partagée, même si on sait que par ce slogan, on s'est autorisé des choix qui n'avaient d'autres explications que des relations de personne à personne. Mais au moins, ça donnait l'impression à chacun des Camerounais qu'il était pris en compte. Et la Constitution camerounaise a également
a accepté l'idée de la protection des minorités. C'est-à-dire que même si vous n'aviez pas numériquement la capacité de participer à la vie politique, on devrait tenir compte de vous. Et ceci également, à mon sens, est quelque chose de formidable. C'est-à-dire que les Camerounais ont pris les leçons de l'histoire, parce que la plupart des mouvements de nationalité qu'on a connus en Europe venaient de ce qu'on n'avait pas pris en compte, les minorités. Donc, en disant il faut protéger les minorités, on essayait d'éviter la cassure dans l'unité du Cameroun. Il est vrai aussi qu'on peut critiquer cette prise en compte de minorités, parce que toutes les minorités ne sont pas prises en compte dans notre pays. Donc, à mon sens, cette unité a été réalisée en tenant compte des réalités des deux rives du Mongo, le bilinguisme. Le français et l'anglais sont nos langues nationales. Et vraiment, ça fait une particularité de notre pays, parce que ils sont rares les pays dans le monde même qui peuvent se targuer d'avoir deux langues qui sont parlées indifféremment dans l'une ou l'autre zone, surtout le français et l'anglais. Donc c'est une réalité de cette recherche de l'unité de notre pays. Et je peux aussi ajouter, pour ne pas briser l'unité du pays, le Cameroun a choisi de n'aller pendant un temps ni à la francophonie, ni au Commonwealth. C'est vrai qu'avec le président Biya, on a choisi d'aller et à la francophonie et au Commonwealth, comme pour dire nous sommes unis, ces éléments extérieurs ne devraient pas venir nous séparer. Donc il y a, à mon sens, beaucoup de manifestations de cette unité qui ont ses limites, leurs limites. J'ai dit que l'unité c'est un idéal. Il faut que chaque fois on apporte une contribution au renforcement de cette idée d'unité, parce que le Cameroun en a besoin. Il faut que le Cameroun soit uni. Mais la partie anglophone vient quand même d'être un peu lésée. Les anglophones ont une communauté de langues qui leur permet de se rassembler. Ils utilisent cela pour des revendications qui sont, à mon sens, un peu intempestives. Parce que si tous les Camerounais, chacun dans son coin, voulaient qu'on lui donne le maximum, comprenez que notre pays serait ingouvernable. J'étais en train de lire aujourd'hui, je crois, un gros titre, parce que l'article lui-même n'est pas aussi important. Un gros titre, les Kirdis. On parlait des Kirdis du Nord Cameroun. Oui, mais voilà aussi une minorité, si on veut, une minorité majorité. Parce que dans la zone, les Kirdis sont nombreux, majoritaires, mais qui se plaignent. Mais chacun peut s'organiser en groupe. Et vous savez qu'il y a de plus en plus de replis identitaires. Chacun pense que c'est en se regroupant pour demander qu'il pourrait avoir davantage. Non, mais je crois que là, nous sommes en train de fausser le débat. Nous devons demander que chaque Camerounais soit pris entièrement comme Camerounais. Et que le label Cameroun ne soit pas concurrencé par le label ethnique. Le label Cameroun doit être au-dessus du label ethnique. Même dans les pays les plus développés qu'on connaît, on a toujours mis en dessous le label ethnique. Le Corse, par exemple, le Breton, etc. Ils sont français, mais d'abord français avant d'être bretons. Et c'est cela que nous devons rechercher. Avant d'être anglophone ou francophone, on est d'abord camerounais. Avant d'être Kirdi, Fulbe, Nyokon, on est d'abord camerounais. Et c'est quand on réussira cela, c'est parce que la colonisation a toujours cherché à exacerber ces différences, pour justement avoir le moyen de mieux nous dominer. Parce que vous savez que le principe, c'était de diviser pour mieux dominer.
Mais maintenant que nous sommes indépendants, il faudrait que nous cherchions les éléments de cohésion qui permettent justement à notre unité de se renforcer. Parce que ces replis identitaires que nous avons aujourd'hui vont certainement nous amener, si on ne fait pas attention, à des crises, à des volontés sécessionnistes. Vous savez que les anglophones, à un moment, certains, parce que quand je dis les anglophones, non, il ne faut pas dire ça, certains anglophones ont prôné la sécession. Ils continuent d'ailleurs, mais vous savez que le 1er octobre, ce n'est pas tous qui vont dans la rue. Pendant que certains vont dans la rue, d'autres travaillent. Non, je crois qu'il ne faut pas qu'on donne raison à cette frange de Camerounais qui pensent que parce qu'ils n'ont pas obtenu ce à quoi ils pensaient être destinés, ils doivent chercher à casser, à briser l'unité qui est la nôtre. Non, notre pays, pour rester debout, a besoin de cette unité. Nous avons vu dans les pays voisins ce que la volonté de se particulariser a créé comme problème. Je ne voudrais pas citer un pays qui est encore dans les soubresauts des problèmes aujourd'hui. Les problèmes partis d'une volonté de ne pas reconnaître les autres comme appartenant à la même nation, au même État. Donc je crois que nous devons, chaque Camerounais devrait éviter cela. C'est bien de se reconnaître dans son territoire, dans son entité ethnique, mais c'est bien de dire que cette entité ethnique ne doit pas être au-dessus du Cameroun. Vous savez que pendant longtemps, l'équipe nationale du Cameroun, il y en a qui disaient on n'a pas tel, mais aujourd'hui, c'est le talent. C'est le talent qui impose. On n'a même pas besoin de savoir qu'il est là-bas parce qu'il est de telle ethnie ou telle autre. Non, parce qu'il sait jouer. Il faudrait qu'on en arrive là, au Cameroun. Que celui qui sait jouer soit à la place qu'il faut pour qu'il puisse jouer pour le Cameroun, pour l'intérêt du Cameroun. Mais pas pour l'intérêt d'un groupe, parce que tout cela qui cherche à prendre le Cameroun en otage, parce qu'il y a des groupes qui veulent prendre le Cameroun en otage pour que le Cameroun ne fasse que ce qui leur est bénéfique. Au Cameroun, on ne fasse que pour eux. Il y a des groupes de Camerounais qui pensent cela, et je pense qu'ils pensent faux. Parce qu'il faut savoir partager ce qui est camerounais pour tous les Camerounais. Quand le président Biya est monté au pouvoir, il avait également son idée. Il pensait que pour consolider l'unité, il faut l'intégration. C'est-à-dire que le Camerounais, où qu'il soit, se sente chez lui au Cameroun, qu'il partage les bienfaits de la camerounité. C'est un terme, comme on va peut-être prendre ça ailleurs. Mais les Camerounais n'ont pas tous compris ce message. Ils ont pensé que, au contraire, au lieu de cette intégration, qu'on procède par des désintégrations pour gagner plus sur le Cameroun. Et c'est ça les replis identitaires que nous avons aujourd'hui. Les replis identitaires n'ont qu'un seul but. Mettons-nous ensemble et imposons au gouvernement de nous donner davantage. Parce qu'il n'y a pas d'autre objectif. Les replis identitaires n'ont pas pour objectif de dire faisons mieux pour le Cameroun. Non, prenons mieux ce que le Cameroun a pour nous, sans tenir compte des autres. Or, il faut qu'on apprenne à tenir compte des autres. Le regard de l'autre est important dans notre pays. Ce que vous ne voulez pas qu'on fasse chez vous, n'acceptez pas d'aller le faire ailleurs. Parce que quand vous le faites ailleurs, en protégeant le chez vous, vous créez un déséquilibre. Non, nous devons être équilibrés dans notre pays. Nous devons poser des actes qui nous amènent à être tous Camerounais, parce qu'il n'y a pas un Camerounais plus grand qu'un autre. Et la quête de l'unité voudrait justement que tous les Camerounais se sentent unis pour le label Cameroun. Donc pour
répondre à la situation des anglophones. Non, je crois que c'est une minorité, comme il y en a beaucoup dans ce pays, qui a besoin d'être reconnue, comme beaucoup d'autres minorités dans le pays. Donc il faudrait seulement qu'ils posent leurs problèmes de manière honnête et juste, pour que les autres qui sont en face également fassent un effort. Hein, je me rappelle encore, parce que c'est quand Georges Ngango était ministre de l'Éducation nationale, quand il a voulu mettre en pratique l'idée de l'intégration nationale au niveau de l'éducation, pour que nous n'ayons pas une éducation qui soit à la fois d'un côté francophone, de l'autre côté anglophone, mais que nous ayons une éducation à la camerounaise. Hein. Vous savez qu'il a été débarqué pendant qu'il tenait les États généraux. Donc il faudrait quand même qu'on ne demande pas une chose et son contraire. Hein. Nous sommes Camerounais, nous avons besoin de créer un label Cameroun, une image Cameroun, une unité du Cameroun, et cela procède de la volonté des Camerounais. Les replis identitaires n'aideront pas à réaliser ce label Cameroun. Et c'est pour ça que nous devons chacun faire un effort, hein, tout en se reconnaissant dans son ethnie, savoir que l'ethnie est inférieure à l'État, l'ethnie est inférieure à la nation. Oui, professeur, au propos de l'État, est-ce que il y a des choses que l'État aurait dû faire et qu'il n'a pas fait? Oui, vous savez, chacun engage une procédure pour atteindre un certain objectif. On ne peut pas dire que tout baigne dans l'huile, hein, au Cameroun. Non, on ne peut pas dire. Il y a des choses pour lesquelles il y a des attentes qui n'ont pas été résolues. Hein. Prenons cette question des minorités. On peut bien, les minorités peuvent dire, oui, la Constitution a dit qu'on doit protéger les minorités, mais est-ce que ces minorités sont protégées? Est-ce que ces minorités ne sont pas laissées, ne sont pas broyées par certaines majorités? C'est des questions qu'on peut se poser. La répartition des fruits de la croissance. La répartition des fruits de la croissance, est-ce qu'elle est égale? Est-ce qu'elle est équilibrée? Hein? On a dans notre pays des déséquilibres qui sont importants. Hein? Il y a des gens, vous savez, quand on a parlé du phénomène de Féman, vous savez, c'était un label camerounais aussi, la Fémanie, hein, parce que des gens qui pensent qu'ils peuvent prendre les choses qui appartiennent à tout le monde et se l'approprier parce qu'ils ont une intelligence, ils ont eu des acquaintances, ils ont, hein, et ça fait que dans ce pays, qui est pourtant plein de ressources, on trouve des gens excessivement riches et des gens excessivement pauvres. Et entre les deux, chacun qui se débrouille. Donc, l'État doit justement se préoccuper de limiter ce déséquilibre pour que tout le monde puisse avoir et participer à la vie de ce pays. Prenons les enseignants. Hein, les enseignants ont beau crier que leur condition de vie et de travail n'est pas bonne. Parce que l'enseignant qui n'a que sa craie, il n'a pas une capacité à aller demander que, bon, parce que vous venez lui livrer ceci, vous pouvez lui apporter un morceau de viande à la maison. Il n'a que sa craie et son salaire. Et c'est difficile. Le médecin, quand les médecins, vous voyez, ils sont tous dans les cliniques privées aujourd'hui. Même les enseignants font les cours parallèles parce que chacun veut trouver le moyen de survivre. Donc, la nécessité de briser, peut-être de limiter le déséquilibre devrait être un objectif pour le gouvernement. C'est vrai qu'on lui demande aujourd'hui beaucoup plus de politique, beaucoup plus de démocratie, mais je crois que si chacun mangeait à sa faim dans notre pays, ces problèmes politiques, chacun les regarderait selon son intérêt. Alors qu'aujourd'hui, la politique environne tout le monde. Même si vous ne voulez pas la faire parce que vous avez faim et que quelqu'un viendra vous dire « je peux vous donner un sac de riz », vous trouvez en train de faire la politique parce que vous voulez survivre.
Alors que si chacun avait de quoi vivre, il pourrait même se foutre de cette politique. Et notre pays a au moins, Dieu merci, cette chance qu'on mange quand même. On mange quand même, sinon il y aurait une implosion. Parce que même celui qui n'a pas un salaire conséquent, il sait que quand il va dehors, il achète son morceau de bâton de manioc avec son poisson, une bière à côté, sa journée, et il rentre dormir tranquillement. Donc, nous devons à la fois demander que les Camerounais travaillent davantage, mais qu'on leur donne aussi de quoi se nourrir davantage. Oui, parce que la famine peut être aussi un facteur de déflagration. Oui, bien sûr, on l'a vu en février. On l'a vu en février 2008, je crois. Hein, comment les émeutes de la faim. Et vous savez que quand ça arrive comme ça, on ne reconnaît plus personne. Hein, quand on dit émeute de la faim, parce que vous avez eu la capacité de vous acheter un véhicule, vous devenez, pour celui qui n'a pas à manger, vous devenez son adversaire. Et on peut casser votre voiture alors que vous vous êtes saigné pour acheter cette voiture, tout simplement parce que vous roulez dedans et l'autre parce que lui n'a pas mangé. Donc ça a beaucoup d'effets pervers. Il faudrait qu'on fasse un effort. Moi je crois que le gouvernement camerounais a essayé, quand cela a eu lieu en baissant les prix des denrées alimentaires et de première nécessité, mais il faut quand même qu'on se dise que il y a des Camerounais qui cherchent souvent à prendre le Cameroun en otage. Hein, souvent des pénuries qui sont sont organisées, hein, pour en fait créer le besoin et des enchérissements de ces produits, surtout à certains moments dits cruciaux, les moments de fête. C'est pas bon. Donc il faut une conscience excusez-moi, patriotique, qui disent que non, donnons le juste prix pour que chacun puisse avoir à manger convenablement, au lieu de dire non, faisons ceci pour que nous gagnions davantage et que ceux qui n'en ont pas aillent dans la rue parce qu'ils n'ont pas à manger. Et il faut que les Camerounais évitent eux-mêmes de créer des conditions d'implosion. Peut-être parce qu'on ne veut pas d'un gouvernement, peut-être parce qu'on ne veut pas d'un ministre, parce qu'on ne veut pas de tel. Non, il ne faut pas que l'intérêt de l'individu soit au-dessus de l'intérêt de la communauté. Et c'est l'intérêt de la communauté qui doit s'imposer à tout le monde. Enfants, donnons-nous la main. Ensemble, pensons à demain. Ensemble, nous irons. Si les enfants vont à l'école et n'ont pas d'emploi, comprenez, c'est toujours plus difficile pour quelqu'un qui a été à l'école de vivre le chômage. Un enfant qui s'est évertué, il est venu à l'université, il a sa licence, et pense que maintenant il peut apporter sa contribution à l'évolution de son pays, et qui n'a rien à faire, et à qui on demande d'aller faire des travaux qui ne correspondent pas à la formation qu'il a eue, ça crée des frustrations qui peuvent justement être un obstacle à cette unité. Parce que c'est pour cela qu'on réussit facilement à les entraîner. Parce que celui qui n'a pas de travail, si on vient lui dire, bon, on va te donner 10 000 francs, va te mettre dans la masse là-bas, écrit tel slogan, vous savez, il veut survivre. Il va prendre cet argent, il va aller, il va crier, même s'il n'est pas convaincu de cela. Donc, effectivement, l'employabilité doit se faire. Et bon, au niveau de nos universités, ce problème est pris à bras le corps, mais sortant d'une crise économique qui a été quand même assez forte et lourde. Si on a 25 000 personnes qui sont recrutées, c'est au moins 3 fois
le nom pour les familles camerounaises qui seront déjà encadrées par ceux qui travaillent. Donc si on peut le faire 25 000 tous les, ou si vous voulez, tous les 5 ans, hein, pour prendre, on aurait la capacité d'employer beaucoup de Camerounais. Mais il faut que nos écoles évoluent. Je crois que dans les universités, on y pense de plus en plus. Oui, les laboratoires, mais surtout que nous formions nos étudiants en leur disant que vous pouvez devenir vous-même votre propre employeur. Ouais, vous pouvez devenir vous-même votre propre employeur. Parce que c'est l'une des voies, hein, de l'employabilité. Et c'est pour ça que bon, le système de LMD dans lequel on se trouve aujourd'hui, où on donne aux étudiants un certain nombre de mécanismes qui leur permettent, au sortir de l'école, même si ce n'est pas dans la filière principale qu'ils ont eue, de se retrouver en train de faire quelque chose à côté qui, en attendant, peuvent leur permettre de vivre. Et je crois que l'idée de mettre dans la tête de chaque étudiant, tu peux devenir ton propre employeur si tu détiens un certain nombre de mécanismes, par exemple de management, qu'on enseigne un peu partout maintenant. Hein, tu peux manager toi-même ton entreprise, tu peux prendre l'initiative. Je crois que ça peut être une des voies pour sortir de ce chômage qui est certainement un problème réel pour notre pays. Nous autres, à notre temps, quand nous quittions l'école, nous savions qu'on allait trouver un travail. Hein, c'était chacun choisissait, hein, là où il veut travailler. Ce n'est pas le cas pour nos enfants aujourd'hui. Et ça, effectivement, nous nous obligeons à éduquer nos enfants de telle manière qu'ils n'aillent pas casser. Mais il y en a qui n'ont pas des parents capables de leur dire, qui vont aller dans la rue et qui vont casser, ils vont faire tout ce qu'il y a à faire pour détruire parce qu'ils n'ont pas l'emploi, il n'y a pas quelque chose pour les occuper. Donc il faut justement que cette employabilité soit un élément essentiel pour le maintien de notre unité. Nous sommes un pays qui a choisi le multipartisme depuis quelque temps pour donner à chacun la capacité d'expression dans un mouvement politique donné. Et il faudrait que tous les partis politiques fassent des efforts pour préserver l'essentiel. L'unité, la paix de Cameroun. Parce que quand on écoute certains politiques, il vaut mieux que le Cameroun s'embrase pour qu'ils aient l'occasion d'occuper une place politique. À mon sens, c'est une mauvaise démarche. Parce que nous avons vu les villes mortes qui ont été lancées par certaines structures politiques. Mais ces villes mortes n'ont pas fait du mal que aux autres. Même à leurs militants, les villes mortes ont fait du mal et surtout ça a fait du mal au Cameroun. Parce que, vous savez, il est toujours facile de détruire ce que l'on a mis du temps pour construire et reconstruire est généralement plus difficile que la construction. Donc, moi, je pense que les hommes politiques débattent sans se combattre. Parce que quand vous êtes... je ne sais pas, c'est peut-être parce que cette histoire de politique, nous ne la mettrons, on pense que c'est la lutte. Non, c'est des échanges. Vous voulez construire le Cameroun de cette manière.
Je pense que si vous voulez le faire de cette manière, vous n'allez pas réussir, parce que moi j'ai une autre manière de faire. Et cette manière-là me semble plus efficace que la vôtre. C'est ça ces échanges. C'est ça, à mon sens, ce qu'on voit dans les autres pays du monde. Ce n'est pas la bagarre. Ce n'est pas dire qu'on détruise. Mais c'est de dire, ok, moi je suis un démocrate, pour prendre le cas américain, et je pense que il faut tenir compte de des gens les moins évolués, les moins riches, ne pas leur imposer, ne pas les imposer beaucoup. Hein. Tout ça, ça permet donc à ce parti de se préoccuper de ces problèmes. Moi, je suis un républicain, je suis de la classe des riches. Non, j'aimerais que, pour que le pays marche, qu'il y ait de plus en plus de riches et que les pauvres, bon, qu'on ne s'en préoccupe pas parce que bon, nous avons un débat. Et celui qui réussit à convaincre la majorité, il gagne. Mais si nous n'entrons pas dans ce type de débat, si nous sommes dans le style quitte que je m'assoie pour faire ce que tu fais, nous n'avançons pas. Puisque si le seul débat c'est, bon, tu ne fais pas bien, pas je vais venir faire bien, dans le même style que ce que tu as fait, nous n'allons pas gagner. Et c'est ça le problème de l'Afrique aujourd'hui. Il n'y a pas d'alternance. On parle d'alternance, mais il n'y a pas d'alternative. Qu'est-ce que vous proposez de différent? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on doit abandonner ce parti pour le vôtre? Vous allez faire comment? Ce pays, vous voulez le transformer comment? C'est ça, ce type de débat qui peut permettre l'évolution. On nous a critiqué, nous intellectuels, dernièrement pour dire que bon, nous avons choisi un seul parti. Nous avons signé des motions. Oui, je dis que même si on est intellectuel, on est un citoyen. Vous avez signé? Oui, j'ai signé. On est un citoyen, on peut exprimer sa manière de voir les choses. Moi, je dis que pour le moment, je n'ai pas encore entendu un message qui me dise voilà le Cameroun que je veux. Et pour arriver à ce Cameroun, voilà la démarche que je propose. Comprenez? Parce que c'est facile de dire tu ne fais pas bien parce qu'on n'est pas là. Hein, comme disait quelqu'un, la critique est aisée, et l'art est difficile. Mais maintenant, si on te met là, tu vas faire différemment comment? Est-ce que c'est le changement de personne qui est nécessairement changement de perspective? Donc, il faut que nos politiques pensent le Cameroun, pensent le bonheur du Cameroun, le devenir du Cameroun, et cherchent les moyens de faire mieux pour que le mieux-être du Camerounais soit préservé. Et ce n'est pas l'impression que j'ai dans l'échiquier politique camerounais aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est des gens qui veulent manger et qui pensent que c'est par la politique qu'on mange mieux. Et vous pensez quoi? Ce que je pense pas, question difficile. Est-ce que je ne pense pas que c'est par la politique qu'on mange mieux? Bon, vous savez, je n'ai pas encore atteint ces niveaux de politique où on mange, donc je ne peux pas y répondre totalement. Mais je crois que ce n'est pas la bonne formule. Ce n'est pas la bonne formule. Même si c'est ce qui se passe, ce n'est pas ce qui doit être. Ouais, parce qu'on doit entrer en politique parce qu'on veut se dédier à faire quelque chose. Quelque chose, pas pour soi-même. Parce qu'on n'entre pas en politique pour soi. On doit entrer en politique pour l'autre. Pour que l'autre soit mieux que ce qu'il est aujourd'hui. Et si j'entre en politique pour que je sois mieux que ce que je suis, je ne fais pas de la politique. Hein? Les autres ont appelé ça la politique du ventre. Donc il faut que nous changions. Je ne jette la pierre sur personne, mais c'est un problème
qui est une réalité camerounaise, sinon africaine, mais il faut qu'il y ait un changement si on veut un développement vraiment équilibré, on veut un développement pour que nos pays sortent. Parce que ce ne doit pas seulement être des slogans. Hein, quand le président dit que nous devons à 2035 être un pays émergent, on ne va pas, ce ne sera pas un décret, ce seront des travaux, ce sont des actes posés. Et ces actes, il faut les poser pour qu'on devienne un pays émergent. Qu'on ne pense pas seulement à s'empiffrer. Parce que plus on s'empiffre, moins on réfléchit. Hein, parce que quand on vous a mis là où vous mangez, on a dit chez nous, la bouche qui mange ne parle pas. Donc non, je crois que nous ne sommes pas sur la bonne ligne. Même les politiques camerounais ne donnent pas le bon exemple. Tous les problèmes de l'opération épervier, ceux qu'on prend, c'est des gens qui étaient quand même à des positions de pouvoir suffisamment importantes, où on a vu qu'en fait, ils ont utilisé ces positions de pouvoir pour s'enrichir davantage. Je ne sais pas si je ferais différemment, mais je dis que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Nous sommes arrivés au thème de notre voyage dans le temps. Et après avoir regardé dans le rétroviseur de l'histoire, nous pouvons dire aujourd'hui, par rapport au sujet qui continue de diviser les Camerounais, qu'il est important, voire urgent, pour les générations présentes et futures, de tout faire pour consolider les acquis de la réunification et pourquoi pas de corriger les erreurs du passé. Bonsoir.